Je me tourne vers vous, Atman Feldaus, merci encore pour votre présence parmi nous. Une réaction par rapport aux tendances qui ont été partagées et aussi votre perspective sur les spécificités et les besoins des talents dans les secteurs de la technologie et du digital. Merci pour l'invitation. Toutes les idées qui ont été partagées sont extrêmement intéressantes. Je voudrais dire qu'il y a un exemple qui m'est venu en tête en vous écoutant, c'est un exemple de rétention des talents, c'est l'équipe nationale de football. Vous savez qu'à la dernière Coupe du Monde, on avait l'équipe la plus internationale de toute la Coupe, parce qu'on a 60% des joueurs qui venaient de l'étranger. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir sur la façon dont la sensibilité patriotique et puis d'autres éléments peuvent participer à cette rétention. Mais effectivement, maintenant on se dirige tous vers un capitalisme cognitif. On sait le rôle des ingénieurs dans ce capitalisme. Quand vous regardez le top 7 des pays dans le monde qui ont le plus de diplômés en STEM, donc les matières scientifiques, ingénierie, etc., vous n'avez aucun pays européen. Vous avez les Indiens, les Chinois qui sont à des millions d'ingénieurs formés. Les Iraniens, les Indonésiens, c'est des centaines de milliers, les Japonais, la Corée du Sud, etc. Donc nous, avec nos 8 000, 9 000, 10 000 ingénieurs, on a l'air un petit peu frêle. Ça renforce d'autant plus la nécessité de les retenir. Alors maintenant, la question de la fuite des cerveaux. Quand vous dites la fuite des cerveaux, vous voyez le verre à moitié vide. Vous pouvez aussi considérer que le Maroc est exportateur net de capital humain. Si on est exportateur net de ce capital humain, c'est qu'il probablement il doit être de très bonne qualité puisqu'il est demandé partout. Donc quelque part la problématique, c'est pas de les retenir, c'est plutôt de les transformer avant de les envoyer. Je fais une métaphore un peu agroalimentaire. Si vous exportez des oranges brutes, c'est moins intelligent que d'exporter du jus d'orange où vous avez incorporé une transformation industrielle, une marque, de la valeur ajoutée, etc. Et c'est un peu ce que nous faisons chez Abba Technologies, c'est-à-dire qu'on retient ces cerveaux-là pour leur faire produire un certain nombre de services et de capteurs et d'électronique et de design qui nous permettent ensuite d'aller concurrencer les mêmes boîtes pour lesquelles ils auraient travaillé s'ils avaient été à l'étranger. Nous, dans notre activité électronique et IoT, notre premier compétiteur, ce sont des boîtes comme Bosch, Siemens, et très probablement dans ces boîtes-là, ce sont des ingénieurs marocains qui s'occuperaient de cette conception, de cette fabrication, etc. Donc je pense que c'est très important de garder à l'esprit qu'il y a une compétition. Il y a probablement aussi des pays qui sont, comme on parle de stress hydrique, il y a des pays qui sont en stress cognitif. Je pense par exemple aux pays des Balkans, dont toute la jeunesse après la guerre, après les accords de Dayton, sont tous partis en Allemagne. Donc ils sont en stress cognitif, ils ont même plus les jeunes. Nous, c'est un peu moins grave, mais c'est quand même assez conséquent et sensible. Donc est-ce qu'on va être en situation de stress cognitif? Est-ce qu'il faut qu'on travaille sur, alors c'est un mot qui était un peu mis à toutes les sauces, la souveraineté, mais la souveraineté cognitive, c'est que ce cerveau qui soit de mon côté et qui soit pas chez Bosch ou chez Siemens. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui font qu'il y a une pression concurrentielle. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que cette pression concurrentielle, elle date pas d'hier. Le Maroc, par sa position géographique, ça fait des siècles et des siècles. Au XVe siècle, nos voisins immédiats, c'était le Portugal et l'Espagne qui étaient le G2 de l'époque. Alors aujourd'hui, c'est les États-Unis et la Chine, mais à l'époque, c'était nos voisins qui étaient à 14 km de... Et donc cette pression concurrentielle que vous avez de civilisations concurrentes qui sont toutes proches, c'était au XVe siècle, mais c'est encore valable aujourd'hui. Vous avez nos médecins, nos ingénieurs qui partent en France, au Canada, etc. Et vous avez cette mondialisation du secteur. Je voudrais dire une dernière chose. Vous avez parlé de fluidité. C'est important parce que c'est une demande constante des talents, c'est de toujours avoir la possibilité d'aller et de venir et ne pas être cantonné d'un côté de la frontière. Et là, je voudrais parler peut-être de l'éléphant dans la pièce que personne n'a mentionné, c'est la question des passeports. Vous avez vu les statistiques de l'administration française qui disent que les Marocains ont le taux le plus élevé des étudiants qui ont des cartes de séjour étudiants qui les transforment en cartes de séjour de travailleurs. On est à, je crois, 56%, là où les autres sont autour de 35%. Donc on a massivement des Marocains, quand ils partent étudier en Europe, qui restent pour travailler. Une fois qu'ils ont commencé à travailler, vous savez que quand ils ont 2 ans de fiche de salaire, ils sont à 50 pages de paperasse d'obtenir un passeport. Oui. Et donc à ce moment-là, au moment où ils ont un passeport, l'équation, elle change complètement parce que ça instaure une sorte de libre-échange
où ce talent dont on parle est libre, complètement libre de s'installer à Bruxelles, à Paris ou à Casablanca ou à Tanger. Et à ce moment-là, l'entreprise marocaine, elle doit fournir un effort supplémentaire pour comprendre qu'il n'y a plus... Alors, pendant le Covid, il y avait cette idée que, oui, le Covid a fermé les frontières, donc on garde nos ingénieurs, c'est très bien, ça nous arrange. Mais c'était temporaire. Il y a aussi l'idée qui flotte un peu en l'air que, oui, les Marocains sont un peu comme les tortues des Galapagos, c'est-à-dire qu'ils partent, mais un jour, immanquablement, sans que personne leur ait montré le chemin du retour, ils reviennent, que les Marocains aiment être près de leur famille, etc. Mais tout ça, ça ne suffit pas. La fibre patriotique, le surcroît de salaire, tout ça, ça ne suffit pas. Moi, ce que j'ai remarqué dans mes discussions avec les talents, les jeunes diplômés, et je m'intéresse à la question depuis assez longtemps parce que j'étais à l'association des alumni Sciences Po, donc c'était un sujet, il fallait qu'on traite justement l'exfiltration des talents vers le Maroc. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est pas souvent c'est pas tant du confort ou de la protection qu'ils demandent. Au contraire, ils demandent à ce qu'on les maintienne pas dans une zone de confort psychologique. En fait, ce qu'ils demandent, c'est qu'ils soient dans un environnement qui soit suffisamment concurrentiel pour qu'ils aient l'impression qu'en étant au Maroc, ils ne ratent pas les opportunités qu'ils auraient eues à New York ou à Montréal ou à Paris. Donc cette pression concurrentielle, elle est importante. Au Maroc, on fait un certain nombre de programmes d'accompagnement, d'incubation pour l'entrepreneuriat, etc. Mais après, il faut réduire le turnover, augmenter le taux d'utilisation des capacités, permettre aux gens... Vous parlez de la génération Z, c'est des gens qui sont pas câblés pour travailler avec des emails. Ils travaillent avec des outils collaboratifs, avec Slack, avec WhatsApp, etc. C'est des gens qui sont pas câblés gestion de carrière. Eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt la constitution d'un patrimoine. C'est des gens qui sont pas câblés lien de subordination, la capacité à donner des ordres dont vous parliez, Sihourani. Ils sont plutôt câblés organisation horizontale avec des possibilités pour tout le monde. Donc si tout à l'heure j'aurai l'occasion de vous dire comment on fait chez ABBA pour essayer de répondre à ces défis, mais en tout cas je voudrais remercier tout le monde pour des idées hyper intéressantes. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre partage. Justement, Athmane Feldao, je me tourne vers vous. Comment s'adapte ABBA Technologies aujourd'hui à tous ces enjeux qui ont été cités? Qu'est-ce qui a été mis en place? Je vais commencer par dire ce qu'on fait chez ABBA Technologies parce que peut-être vous n'êtes pas au courant, mais vous êtes tous invités à venir nous visiter au Technoparc. On est au 7e étage à Casablanca. ABBA Technologies, au départ, c'était un bureau d'ingénierie en électronique. Aujourd'hui, c'est un acteur complètement intégré sur toute la chaîne de valeur de l'Internet des objets et de l'électronique. Et pour faire simple, on connecte des usines, on connecte des bâtiments, on connecte des villes et on connecte des chaînes d'approvisionnement, donc des supply chains. Alors, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que quand on gagnait 1 dirham en faisant de l'ingénierie électronique, on pouvait en gagner 10 en fabriquant les cartes électroniques. Donc on a une usine à Bouskoura de 2000 m² où on fabrique des cartes électroniques avec 93% de taux d'intégration locale. Les 7% manquants sont les composants électroniques qu'on ramène de Shenzhen. Mais les 93%, c'est du jus de cerveau. C'est vraiment de la matière grise, de conception, testing, fabrication, etc. Et puis on s'est rendu compte que si on prenait cette carte électronique et qu'on mettait un software dessus, plus un boîtier en plastique, ça donnait un device. Avec le device, on peut gagner jusqu'à 100 dirhams. Mais si on retient ce device et qu'on rend un service au client, là on n'est plus à 100 dirhams, on est à 1000, 10 000 dirhams de valeur ajoutée. Donc tout le modèle d'ABBA Technologies, c'est d'aller depuis le hardware pour aller chercher la valeur dans le service. Alors pourquoi j'ai fait tout ce développement? C'est pour bien expliquer que dans notre boîte, les cerveaux, les ingénieurs, on a 450 personnes aujourd'hui. Sur les 450, il y a 120 ingénieurs et développeurs, 80 techniciens de maintenance, etc. Mais surtout, il faut comprendre qu'ils ont un rôle, les ingénieurs ont un rôle c'est un peu comme dans un corps humain, une cellule souche. C'est une cellule qui est capable de se spécialiser ensuite. Et donc, puisque vous faites l'ingénierie, vous êtes capable de faire la fabrication, vous êtes capable de déployer, vous êtes capable d'intégrer, etc. en aval. Qu'est-ce qu'on fait nous en général? D'abord, on recrute pas sur les diplômes, parce que généralement, quand vous avez un diplôme c'est une cible dans votre dos, donc vous avez les banques d'affaires et tout le reste qui viennent vous les chercher. Donc d'abord, on recrute pas sur diplôme, on recrute sur la motivation. C'est un peu ce que fait 1337, qui est un modèle intéressant, mais académique. Nous, vraiment, dans l'entreprise privée, c'est encore autre chose de recruter sur la motivation.
Et deuxièmement, évidemment, pendant 3 mois, on leur donne des projets réels qu'on a déjà déployés en clientèle et on voit comment ils se débrouillent avec les équipes, etc. Et si ça clip, on enchaîne. Avant d'arriver, j'ai fait un petit exercice, j'ai regardé sur LinkedIn les profils de nos les personnes les plus brillantes chez ABBA Technologies. J'ai trouvé que c'est souvent des gens des facultés de Rabat, Fès. Notre équipe d'intelligence artificielle, c'est quasiment la moitié viennent de la fac à Fès. C'est des gens des FST. Notre cofondateur, c'est un diplômé de l'OFPPT, d'Oujda. Donc c'est juste pour dire que tout le système de filtrage par les diplômes, c'est aussi un système qui est surestimé ou surévalué. Il y a beaucoup de compétences et de capacités qui passent à travers le filtre. Le deuxième élément, on en a parlé, c'est les horaires, la flexibilité. Chez nous, il n'y a pas vraiment d'horaire. Hein. Il y a surtout le fait de délivrer ce qu'on est censé produire et les livrables. Le troisième point, tu l'as évoqué Thierry, c'est la question de l'intrapreneuriat. Les gens cherchent pas à développer une carrière, les gens cherchent à constituer un patrimoine. Et donc nous, dans notre cycle de maturité de nos produits à l'intérieur d'ABBA, il y a une feuille de route de maturité technologique. Et dès que le produit a atteint un stade où il devient un produit sur étagère, où on va pouvoir le vendre avec des clients récurrents, à ce moment-là, on filialise l'activité et on intéresse le salarié qui a porté à bout de bras ce projet, on l'intéresse à 10, 15, 20, 25%, de façon à ce qu'on ait ce management horizontal, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est un peu comme l'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, donc c'est la même chose, il y a que vraiment des preuves on veut vous emmener vers le partenariat et non pas simplement le salariat, la subordination. Et puis, pour moi, l'ingrédient le plus important et vraiment l'ingrédient secret chez ABBA Technologies, c'est la culture de l'entreprise. C'est une entreprise qui a été fondée dans la culture du premier Fab Lab qui a été créé en Afrique, qui était à Casablanca, à Ainsba. Donc c'est vraiment la culture du Fab Lab de Ainsba avec la culture de les compétitions de robots qui étaient organisées dans les quartiers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur les chaînes satellites, des compétitions de robots, un robot avec un marteau, un robot avec une scie, etc., et qui se battent. Et donc on vient vraiment de ce ferment-là, et il y a cette culture d'ingénierie, mais aussi du management par la pratique. C'est-à-dire que la stratégie, elle n'a pas de valeur si elle n'est pas dans la pratique. Stratégie as practice. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la fibre patriotique dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous a vraiment caractérisé pendant la phase du Covid, puisque ABBA Technologies a commencé on a fait les visières, on a réparé plus de 200 respirateurs pour les hôpitaux, etc. Donc il y avait tout ce mouvement qui a commencé, si vous vous souvenez, l'atmosphère particulière qu'il y avait au début du Covid, et où toutes les entreprises ont commencé à chercher comment pivoter leur outil de production pour être au service de cette souveraineté et donc de la réponse collective à ce problème de pandémie. Là, on a répondu présent et on s'est rendu compte que c'était un facteur de motivation extrêmement important pour nos collaborateurs. Et donc, on a continué un petit peu dans cette phase-là de toujours se rendre utile à l'environnement dans lequel on est. Et c'est facile parce que quand vous avez des cerveaux, vous pouvez quasiment tout faire. Je vous ai dit, ce sont des cellules souches. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Une réaction à cela, Atman Firdaus? Oui, merci. Je voulais juste ajouter une ou deux idées. La première idée, c'est qu'il y a un acteur dans cet écosystème de rétention des talents dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, et ce sont les parents. Je pense que les parents ont un rôle vis-à-vis de la génération Z et des jeunes qui partent faire leurs études à l'étranger notamment, de leur dire sincèrement qu'ils attendent qu'ils reviennent au Maroc. Parce que généralement, les parents ont la peur de l'action et de la réaction. Donc ils disent non, va, cours, vol, tu es citoyen du monde, etc. Et puis en vérité, ils pensent tout l'inverse. Donc ça, il faut penser au rôle des parents dans ce cadre-là. Et là, je voudrais pousser un tout petit coup de gueule sur j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de parents qui ne découragent plus leurs enfants lorsque ceux-ci proposent au lycée, au collège, de rétrograder l'arabe de LV1 à LV2, ou là de ne pas faire l'option internationale du bac, ou là parce que ça dénote une espèce comme une sécession culturelle ou la linguistique, qui fait qu'à la fin, imaginez que depuis le collège vous avez fait que arabe LV2, puis vous arrivez en prépa en Europe, et puis vous faites plus d'arabe, et puis 10 ans plus tard se pose la question, je rentre au Maroc ou pas? Mais vous parlez ni berbère ni arabe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes encore plus loin de rentrer du Maroc. Donc ça aussi,
c'est un des rôles des parents, il me semble. Tout à fait vrai. Le deuxième point que je voulais ajouter, c'est point de vue beaucoup plus macro. On a parlé tout à l'heure de la question des passeports et de la mobilité des talents et des compétences. Je crois que il y a une phase dans, disons, les rapports entre le Maroc et l'Union européenne sur la négociation sur l'accord de libre-échange complet et approfondi, l'ALECA, qui contient notamment la libéralisation des services, mais notamment un volet très important sur la mobilité des hommes d'affaires, la mobilité des salariés, la mobilité, etc., des artistes, etc. C'est un volet qui est très important et qu'on n'arrivera à réaliser que quand on aura rouvert ces négociations et qu'on avancera. Donc, dans notre position, je vous ai parlé tout à l'heure de l'impérialisme, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment la guerre des talents au niveau mondial, mais on a des outils à notre disposition, on a des champs, on a des cénacles où on peut négocier ces questions-là, et donc on a cette opportunité avec l'Union européenne qui est l'ALECA. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage.